Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un classique. Un vrai monument du cinéma fantastique des années 80. Je parle bien sûr de L'Histoire sans fin, le film de 1984. On a pas mal de matière pour en discuter, hein. Des fiches assez factuelles et puis aussi une analyse un peu plus ressentie, on va dire, sur son impact durable. L'objectif, c'est simple. On essaie de décortiquer ensemble ce qui rend ce film germano-américain, réalisé par Wolfgang Petersen, si marquant. Et c'est intéressant, il n'en adapte que la moitié du livre de Michael Ende, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il résonne encore? C'est une super question. Parce qu'au-delà de l'histoire elle-même, qui est déjà riche, on va regarder un peu les coulisses. La création, c'était pas simple. Ah non. Comment il a été reçu à l'époque, et puis surtout, oui, cet héritage. Pourquoi est-ce que ça nous parle toujours autant, des décennies après? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, alors allons-y. Commençons par l'histoire. J'aime beaucoup cette structure, tu sais, en miroir. D'un côté, on a Bastien, un gamin un peu introverti, passionné de lecture. Oui, qui fuit les autres, les harceleurs. Exactement. Et il se réfugie dans une librairie, il emprunte un peu sauvagement ce livre mystérieux, L'Histoire sans fin. Et hop, il file se cacher dans le grenier de l'école pour le lire. C'est là que tout bascule, que l'autre histoire démarre. C'est ça, l'histoire dans l'histoire. Fantasia, un monde magnifique, foisonnant, mais qui est menacé par le néant, une force terrible qui efface tout sur son passage. Le néant, c'est plus qu'un simple méchant, non? C'est presque philosophique. Ah oui, complètement. Les analyses disent que c'est la matérialisation du cynisme, de la perte d'espoir, de l'oubli des rêves dans notre monde. C'est puissant comme idée. Et l'impératrice de Fantasia, elle est malade, très malade. Et pour sauver Fantasia, il faut la guérir. C'est là qu'intervient Atreyu, le jeune guerrier. Quelle quête désespérée. Une quête désespérée, oui. Avec des moments inoubliables. Forcément, on pense à la perte de son cheval, Artax, Oh là là, oui, dans les marécages de la mélancolie. C'est dur comme scène. très dur. Ça symbolise vraiment le poids du désespoir qui peut nous engloutir, je trouve. C'est pas juste une péripétie. Non, c'est clair. Et après ça, il rencontre Morla, la vénérable, la tortue géante. Il est sauvé par Falcor, le dragon porte-bonheur. Falcor, iconique ce dragon-chien. Et puis il y a les épreuves pour atteindre l'oracle sudérien, surtout celle du miroir. Ah, le miroir. Génial ce passage. Atreyu se voit dedans, puis soudain, il voit Bastien, le gamin qui est en train de lire son histoire. Exactement. La mise en abîme totale. Le livre prend conscience de son lecteur, en quelque sorte. C'est là que le film nous dit « Attention, cette histoire, elle a besoin de toi ». Bastien panique d'ailleurs, il jette presque le livre. Oui, et l'oracle, lui, révèle la solution. Il faut qu'un enfant humain donne un nouveau nom à l'impératrice pour la sauver et sauver Fantasia. Et ça se précise encore plus avec Jmork, le loup, le serviteur du néant. Rencontre glaçante d'ailleurs. Oui, Jmork explique carrément que Fantasia, c'est l'imagination humaine. Et que le néant, c'est l'arme de ceux qui veulent contrôler les gens en détruisant leurs rêves, en les laissant sombrer dans l'apathie. ça donne une sacrée profondeur quand même. C'est presque politique. La bataille pour Fantasia, c'est la bataille pour notre propre imagination. Tout à fait. Et la fin est très belle. Atreyu retrouve l'impératrice, Fantasia est quasiment détruite, et elle lui révèle que toute sa quête, c'était pour attirer l'attention de Bastien. Elle s'adresse à lui, à travers le livre. C'est le moment où le lecteur doit agir. Et Bastien, après une grosse hésitation, il crie le nom. On n'entend pas très bien d'ailleurs, ça reste flou exprès, je crois. Oui, le nom importe moins que l'acte lui-même. Et là, Bastien se retrouve face à elle. Il tient le dernier grain de sable de Fantasia. Et elle lui dit « Maintenant, tu peux tout recréer, vœu après vœu. » C'est, waouh, le pouvoir créateur de l'imaginaire à l'état pur. Exactement. Bon, après, le film finit sur une note un peu plus légère. Oui, Bastien sur Falcor qui fait peur à ses harceleurs. Un peu de Fantasia dans le monde réel, c'est sympa aussi. Mais alors, créer ce monde Fantasia à l'écran en 1984, ça n'a pas dû être une mince affaire, hein. Ah ben non, c'était un sacré défi. C'était une grosse coproduction germano-américaine. La plupart du tournage, c'était au studio Bavaria, près de Munich, mais aussi au Canada, en Espagne. Et apparemment dans des conditions difficiles. Extrême, oui. L'été 83 en Allemagne, canicule historique. Le plus chaud depuis 25 ans. Ça a causé des soucis techniques incroyables. Genre, Des décors qui fondaient, littéralement. Une statue de la tour d'ivoire qui se déformait. Les fonds bleus pour les effets spéciaux qui devenaient inutilisables à cause de la réverbération de la chaleur. L'enfer, quoi. la vache. Et pour les acteurs, c'était pas non plus une partie de plaisir, j'ai lu. Surtout pour Noah Hathaway, qui jouait Atreyu. À lui, il a accumulé.
Piétiné par un cheval, heureusement sans gravité, il a failli se noyer dans la Seine des marécages. Ah oui. Oui, il est resté coincé sous l'eau avec l'ascenseur qu'il faisait descendre. Grosse frayeur. Et il a aussi failli perdre un œil pendant le combat avec l'animatronique de Gmork. Une griffe mécanique l'a blessé. Incroyable. Ça montre un engagement physique qu'on voit moins aujourd'hui peut-être. C'est sûr. Les normes de sécurité étaient différentes. Une anecdote marrante aussi. Dans le livre, Atreyu a la peau verte. Ah bon? Oui. Ils ont fait des essais maquillage, mais Petersen trouvait ça moche à l'écran, pas crédible. Du coup, hop, abandonné. Un choix pragmatique finalement. Et Falkor. Il faut qu'on parle de Falkor. Quelle créature! Ah oui, Falkor. 13 mètres de long. Une structure motorisée complexe recouverte de 6000 écailles en plastique et de fourrure rose. Un boulot énorme pour l'époque. C'était vraiment des effets spéciaux de pointe, avant l'ère du tout numérique. Tout à fait. Mais toute cette ambition, elle s'est heurtée à un gros problème. La réaction de Michael End, l'auteur. Ah oui, ça c'est le point noir, on peut dire. C'est crucial. End a détesté l'adaptation. Il n'a pas été tendre. Il trouvait que ça trahissait complètement son livre, c'est ça? Que ça le réduisait à un film d'action pour enfants? Exactement. Il disait que ça perdait toute la dimension philosophique, métaphysique. Il a même intenté un procès pour faire arrêter la production, sans succès. Et il a exigé que son nom soit retiré du générique de début. Waouh, c'est quand même fort. Il apparaît juste à la fin alors. Oui, basé sur le moment de Michael Ende. C'est tout. Ça montre bien le fossé entre la vision de l'auteur et celle du réalisateur. C'est fou. Et pourtant, le film a eu un impact culturel énorme. Immense. Et il faut rappeler aussi que c'était, à l'époque, le film le plus cher jamais produit hors des États-Unis et de l'URSS. Un budget colossal pour l'Allemagne. Environ 60 millions de marks, soit 27 millions de dollars. Un pari risqué. Un pari qui se voit à l'écran malgré tout. Et qui a été porté aussi par la musique. On ne peut pas ne pas en parler. Ah, la musique. Indispensable. La BO est signée Klaus Doldinger, un jazzman allemand. Elle est très belle, très atmosphérique. Mais la chanson. The Neverending Story, Ouais. par Giorgio Moroder et Keith Forsey, chantée par Limal, l'ancien de Kajagougou, avec la voix de Beth Anderson, Anne Calvert, pardon. C'est ça, un tube planétaire. Dès les premières notes de synthé, on y est. C'est typique des années 80, mais ça marche toujours. Et elle a été reprise, remixée. C'est marrant, il y a eu aussi une version allemande de la bande originale, avec des titres différents composés par Doldinger. Oui, mais c'est vraiment la chanson de Moroder et Limal qui est restée. Elle a capturé cette espèce de mélange d'émerveillement, de rêve et d'une pointe de mélancolie du film. Elle a énormément contribué à son succès. Alors justement, le succès, comment ça s'est passé pour le film en salle à Lelette? Avec tous ces défis, la controverse avec l'auteur. C'était mitigé au début. Aux États-Unis, ça n'a pas été le raz de marée attendu. Environ 20 millions de dollars de recettes. Un peu décevant par rapport au budget. Ah oui. Mais oui, à l'international, et surtout en Allemagne, où c'était un événement, ça a cartonné. Au final, il a rapporté près de 100 millions de dollars dans le monde, donc largement rentable. D'accord. Et en France, tu disais... En France, un joli succès aussi, environ 740 000 entrées. C'est pas mal. Et du côté des critiques, elles ont suivi? Plutôt oui, dans l'ensemble, majoritairement positive. Les critiques de l'époque ont souvent salué l'inventivité visuelle, les effets spéciaux, même s'ils peuvent paraître datés aujourd'hui, et puis l'émotion de l'histoire. Donc pas un rejet critique Non, pas du tout. Sur Rotten Tomatoes, par exemple, il a toujours 81% d'avis positifs. Et Noah Hathaway a gagné un Saturn Award du meilleur jeune acteur. Donc, oui, le film a trouvé son public et une reconnaissance, malgré ce que pensait End. Et cet impact, il a duré. Il y a même eu des suites, non? Oui, de suite, l'Histoire sans fin 2, un nouveau chapitre en 90, qui adapte, elle, la deuxième partie du livre. Mais bon, équipe différente, casting différent. Moins bien reçu, j'imagine. Beaucoup moins, oui. Et puis alors, l'Histoire sans fin 3, Retour à Fantasie en 95. C'était une histoire complètement originale, et là, c'est souvent considéré comme assez catastrophique. D'accord, il y a eu une série animée aussi, je crois. Oui, en 96. Mais soyons clairs, c'est vraiment le premier film, celui de 84 qui est devenu culte. C'est lui qui reste. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait sa force aussi durable, d'après les analyses? Je crois que c'est parce qu'il touche à des thèmes fondamentaux, très universels et avec une grande sincérité. Les sources le disent bien, c'est une ode à l'imagination,
un appel à garder nos rêves vivants. Face à un monde parfois un peu gris. Voilà. Il parle de la solitude de l'enfance, du réconfort qu'on trouve dans les histoires, de la lutte contre le désespoir, contre le fameux néant. Et cette idée géniale que l'imagination, ce n'est pas juste s'évader, c'est une force créatrice. Qui peut changer les choses. C'est ça. C'est vraiment puissant. Et puis, il y a eu ce coup de pouce inattendu, récemment. Ah oui, Stranger Things. exactement. La série Phénomène, qui se passe dans les années 80. Dans la saison 3, il y a cette scène culte où deux personnages chantent la chanson thème The Neverending Story. Moment incroyable. Et ça a fait redécouvrir la chanson, et le film par la même occasion, à toute une nouvelle génération. C'est fou l'impact que ça a eu. C'est la preuve que le film est bien ancré dans la culture pop. Et il y a même eu une expo à Munich en 2022, non? Oui, pour les 40 ans presque. Une grande exposition au Bavaria Filmstadt, là où il a été tourné, avec des décors, des costumes, des objets. Ça montre que ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est un classique qui continue d'inspirer. Bon, si on devait essayer de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de l'Histoire sans fin? Pour moi, c'est vraiment cette idée que c'est plus qu'une simple aventure fantastique. C'est une lettre d'amour à la lecture, au pouvoir des histoires. Oui, à cette capacité qu'ont les histoires de nous emmener ailleurs, mais aussi de nous armer, peut-être, pour affronter nos propres néants, la peur, le doute. Le cynisme ambiant parfois. Exactement. Et c'est fascinant de voir que, même si Handel l'a renié, le film a réussi à capter cette essence. Peut-être de façon plus visuelle, plus directe que le livre, mais ça a touché des millions de gens. L'ambition de la production, les effets, la musique, tout ça a créé quelque chose de mémorable. Et on garde cette image finale, non? Tentasia qui renaît d'un seul grain de sable grâce au souhait de Bastien. L'imagination comme ressource infinie qui peut toujours tout reconstruire. C'est une très belle image. Et ça ouvre peut-être sur une dernière question, une réflexion pour conclure. Aujourd'hui, dans notre monde saturé d'images, d'écrans, d'histoires qui défilent à toute vitesse, Mhm. quelle place on laisse à notre propre fantaisia? Comment on la nourrit? Comment on lutte contre les néants modernes? La surcharge d'infos, la pression constante, le sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qui nous permet encore de rêver, d'imaginer autre chose? Vaste question. Oui, de quoi réfléchir en tout cas.